Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du premier point lecture du mois de septembre. Mais avant de vous parler de mes 3 premières lectures, je voulais vous remercier car vous êtes en effet plus de 400 à me suivre sur la chaîne et c'est juste énorme. Je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes qui me suivent, qui aiment ce que je fais, qui commentent ce que je fais, qui me conseillent, qui échangent avec moi. Au début, je me suis lancée sur YouTube, je m'attendais vraiment pas à ce que des personnes aiment ce que je fais en fait. Et du coup, je voulais vraiment vous remercier car c'est juste énorme pour moi. 400 pour certains, c'est rien, mais pour moi, c'est juste énorme. Déjà, quand vous étiez juste 50, c'était déjà énorme pour moi. Donc, je voulais vraiment vous remercier énormément du fond du cœur parce que ça me fait énormément plaisir de savoir que ce que je fais, ça vous plaît. Et on commence maintenant avec le point lecture. Je vous parle des 3 premiers livres que j'ai lus ce mois-ci. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Multiversum, le tome 1 de Leonardo Patrignani, publié aux éditions Gallimard dans leur pôle fiction fantastique, donc c'est en format poche. J'ai lu ce livre en lecture commune avec ma partenaire Magie Littéraire. Je vous mettrai le lien de sa chronique en barre d'infos si elle l'a écrite au moment où je vous fais cette vidéo. Et je vais tout de suite vous parler de cette histoire. On retrouve Alex Loria qui vit en Italie, plus précisément dans la ville de Milan avec ses parents. Et il a un meilleur ami qui s'appelle Marco, qui est handicapé, il est en fauteuil roulant. Et c'est un garçon qui est vraiment très intelligent et très doué en informatique. Alex, depuis 4 ans, communique avec une fille qui s'appelle Jenny. Et Jenny, en fait, a le même âge qu'Alex, c'est-à-dire que tous les deux ont 16 ans. Mais Jenny n'habite pas du tout en Italie, non, non, non. Elle habite en Australie avec ses parents. Elle est fille unique. Et en fait, depuis 4 ans, les deux échangent de manière très souvent. En fait, ils parlent de tout, ils échangent très souvent. Et on découvre qu'ils ont donc un don de télépathie qui leur permet donc de communiquer tous les deux, même s'ils sont complètement loin, qu'il y a une grande distance qui les sépare. À force d'échanger avec Jenny, Alex commence à en avoir marre. Il veut vraiment voir s'il n'hallucine pas, si Jenny existe vraiment. Et pour ce faire, il décide un beau jour, avec l'aide de son meilleur ami Marco, de partir en Australie voir Jenny et ainsi comprendre pourquoi ils sont les deux à pouvoir communiquer ensemble. Ce qui a fait que j'ai moyennement aimé cette histoire, c'est très simple, c'est que tout d'abord j'ai trouvé qu'il y avait certains événements ou certains choix de l'auteur qui n'étaient pas en adéquation avec la réalité. Déjà, Alex n'a que 16 ans, donc il est mineur, et il arrive à prendre un avion comme ça, sans réservation, à partir en Australie, donc faire des changements au niveau des aéroports sans problème alors qu'il est mineur, enfin je veux dire, il y a quand même un... C'est quand même gros, il est censé avoir ses parents avec lui. En plus de ça, son meilleur ami qui pirate des comptes en banque pour justement qu'il puisse prendre un billet d'avion parce que ça coûte très cher. C'était un petit peu gros. Ok, à 16 ans, tu peux être super intelligent, mais de là à pirater des comptes en banque sans te faire choper, ça m'a paru un petit peu gros, surtout que les parents d'Alex lui envoient des SMS, l'appellent, sont paniqués, mais ils ne font rien. Je veux dire, ils disent même pas que leur fils il a fugué. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu gros, surtout que ce qui m'a encore plus déçu, c'est qu'au final, Jenny va faire la même chose par la suite. Elle va aussi retrouver Alex en Italie et pareil, elle qui est mineure ne prévient pas ses parents, elle prend l'avion sans problème, il n'y a pas de souci au niveau des contrôles. Ça m'a paru un petit peu gros. Mis à part ça, le fait d'imaginer qu'il y a plusieurs univers, que tous les deux sont dans des univers différents, j'ai trouvé que c'était original. Après, je vous avoue que par moments, je me suis retrouvée un petit peu perdue. Je ne savais plus dans quelle dimension on était, qui parlait. Surtout que la majeure partie du livre, c'est quand même Alex qui parle, donc on n'a pas trop le point de vue de Jenny. Jenny n'apparaît qu'à certains moments. Voilà, ça n'a pas été une lecture qui m'a vraiment enchantée, qui m'a transportée, on va dire comme ça. Je trouvais que la couverture était vraiment très jolie, je m'attendais à vraiment une science-fiction super, parce que l'idée des univers parallèles, je trouvais ça super original. Et au final, ça m'a un peu déçue, même si la fin de ce premier tome nous donne envie d'en savoir un petit peu plus. Je ne sais pas encore si je lirai la suite, parce que c'est vrai qu'il m'a laissé un petit peu un goût amer dans la bouche, donc je verrai bien. Je lui ai mis la note de 2 sur 5 et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu ma première BD qui s'intitule Lady Doll, le tome 1, La poupée intime de Vessela et Penko Sechi, publié aux éditions Soleil dans leur collection Blackberry. Comme je vous l'avais dit dans mon précédent book haul, c'était la BD que je voulais le plus découvrir déjà parce que les images étaient juste sublimes
Et c'est vrai que ce petit côté un petit peu gothique m'avait vraiment enchantée et j'avais envie de savoir de quoi ça parlait. On retrouve Gaja, Gaja qui est une petite fille. Elle a une petite particularité, c'est-à-dire qu'elle a un coin du visage déformé et son autre partie du visage est normale. Et si vous voulez, cette petite fille, le fait qu'elle a cette différence, elle se renferme, elle n'ose pas trop aller vers les autres. Et c'est vrai qu'elle a tendance à se renfermer dans son monde, dans son univers magique, et du coup, elle parle avec ses poupées. Ces poupées sont offertes par sa mère qui est malade et qui est actuellement dans un institut pour être soignée. Du coup, Gaja vit seule avec sa gouvernante et son père dans leur belle maison. Et son père est un homme cruel qui rejette Gaja, qui ne l'accepte pas. Pour lui, il a mis au monde un monstre. Donc c'est vrai que c'est une histoire qui est très dure, très triste, très émouvante. On retrouve aussi la gouvernante qui du coup est des fois gentille avec Gaja et des fois elle est méchante avec. Il va se passer beaucoup de choses, il va y avoir des moqueries, Gaja va être encore plus rejetée par les autres et on voit que petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, la petite fille se renferme de plus en plus et elle ne parle qu'à ses poupées, elle ne veut plus parler avec les autres. Sa seule vraiment amie, c'est sa mère, parce que sa mère, pour elle, sa petite fille, c'est son trésor. Elle aime beaucoup sa fille. Et c'est vrai que ça lui fait du mal de voir que son mari, qui est le père de Gaja, la rejette. Au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que les planches sont de plus en plus sombres, malgré que les couleurs sont très flash, puisqu'on a énormément de roses, de violets, des tons un peu marron orangés. Donc les dessins sont vraiment sublimes, je vous les montrerai après. Mais c'est vrai que l'histoire est quand même triste et quand même sombre. Je ne la recommande pas à tout âge, disons que je dirais plutôt qu'il faut avoir environ 14-15 ans pour lire cette BD, puisqu'il faut prendre du recul sur le sujet qui est abordé. Personnellement, quand j'ai terminé cette BD, j'ai été un petit peu retournée, un petit peu chamboulée, parce que c'est vrai que ça m'a fait du mal de voir que parce qu'une petite fille, elle a un visage déformé, elle est rejetée, elle est haïe par tout le monde sans raison, juste parce qu'elle est différente au niveau du physique. Bref, ça ne change pas de la société actuelle, j'ai envie de vous dire, puisque des méchancetés, des moqueries sur le physique, on en voit et on en entend tous les jours. Donc c'est vrai que c'est une BD qui n'est pas du tout joyeuse, que je ne recommande pas à tout le monde. Voilà, il faut avoir quand même du recul. Mais c'est vraiment une histoire très chamboulante, très triste, très émotive. Et j'ai vraiment adoré cette histoire. J'ai d'ailleurs eu un gros coup de cœur. Même si l'histoire était triste, j'ai eu un gros coup de cœur pour les dessins, pour l'ambiance, pour justement la morale qu'on en tire. Et je vais tout de suite vous montrer des planches. Je vais tout d'abord vous montrer la planche où on voit justement le visage de la petite fille déformé. Là, vous pouvez voir des tons un peu plus orangés. Et enfin, on retourne dans les tons très roses. Donc comme vous l'aurez compris, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette BD, je lui ai mis la note de 5 sur 5 et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu Les 100, le tome 1, écrit par Cass Morgan, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. J'avais envie de lire cette histoire puisque c'est vrai que je sais qu'il y a la série qui est sortie récemment, ou alors il y a un petit moment déjà, je ne sais plus. Bref, j'ai vraiment envie de voir la série, mais avant de voir la série, je veux lire la saga. Donc je me suis plongée dans cette histoire. La Terre est devenue très radioactive il y a de ça des centaines d'années et du coup la population humaine a décidé de vivre dans l'espace en formant une colonie composée de 3 résidences. On a tout d'abord Phoenix composée des personnes les plus riches, Arcadia et Walden qui sont les 2 résidences les plus pauvres. En fait, les êtres humains ont décidé de partir de la planète Terre puisqu'elle n'était plus habitable à cause de la radioactivité. On est plongé directement dans l'histoire avec le point de vue de 4 personnages. Il y a tout d'abord Clark, qui est une jeune fille très courageuse, très forte, et on découvre qu'elle a été condamnée pour un crime qui n'en est pas vraiment un, si vous voulez savoir. Elle a été condamnée pour un crime et elle est du coup placée en isolement en attendant d'être jugée pour son crime. Elle est donc mineure, la plupart des criminels sont des mineurs en plus. On découvre aussi Wells qui est le fils du chancelier, et le chancelier c'est celui qui dirige la colonie avec les membres du conseil, et Wells est fou amoureux de Clark et il va tout faire justement pour l'aider, pour la sauver, pour ne pas qu'elle soit condamnée.
La plupart des crimes justement qui se passent sur la colonie sont en deux catégories. Vous avez tout d'abord les gros crimes, donc ceux qui ont fait des meurtres, des trahisons, et vous avez les petits crimes qui sont des vols, qui sont des mensonges, donc ce n'est pas des crimes, voilà, impardonnables, mais la plupart des criminels sont condamnés souvent à mort. Pourquoi? Pour simplement faire que la population arrive un peu plus à vivre avec les ressources qu'il leur reste et ne pas gaspiller inutilement ces ressources pour des criminels qui n'en valent pas la peine. On découvre aussi le point de vue de Glass, Glass qui est une fille de Phoenix. Elle est donc assez riche et elle est amoureuse de Luke qui lui est un Waldenite, donc c'est-à-dire qu'il vit dans la résidence de Walden. Donc c'est un homme un peu plus pauvre que Glass. Au début, je vous avoue que je ne comprenais pas trop pourquoi on avait inclus Glass dans l'histoire, puisqu'on se rend compte petit à petit qu'elle ne va pas faire partie forcément de toute l'histoire, mais elle va avoir un rôle très important dans la suite. On découvre aussi le point de vue de Bellamy, Bellamy qui est un homme très courageux, très bienveillant, qui a de la bravoure, qui va tout faire pour aider sa sœur qui s'appelle Octavia. Petite particularité dans la colonie, c'est qu'il est interdit d'avoir plus de 2 enfants. Chaque personne doit avoir au minimum un enfant, au risque sinon d'être condamné aussi à la peine de mort. On découvre au fil de l'histoire que la colonie a prévu d'envoyer 100 personnes sur Terre pour tester la radioactivité et voir si la planète Terre est de nouveau habitable. Pour ce faire, ils choisissent donc 100 personnes, mais attention, petite particularité, ils ne choisissent pas des personnes au hasard, non, ils vont prendre les 100 criminels qu'ils ont en isolement. Les criminels sont mineurs, ils vont être envoyés sur Terre, c'est leur seconde chance si vous voulez. C'est ça, ou alors ils restent, ils vont être jugés et ils vont sûrement avoir la peine de mort. Donc on les envoie sur Terre pour justement voir si la Terre est de nouveau habitable, si tout se passe bien, si on peut y vivre de manière décente. Et au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte qu'il y a pas mal de chamboulements. Il faut savoir quand même que parmi ces 100 criminels, il y en a donc des très gros, des très violents, des très méchants, et on en a qui malheureusement ont été condamnés pour rien finalement, et ils vont devoir se retrouver à faire face à face avec donc des gens qui peuvent être très violentes. Je m'attendais, je vous avoue, à beaucoup d'actions, parce que tout d'abord, le fait qu'on suive donc 4 personnages principaux, je m'attendais à ce que ça bouge, qu'on voit beaucoup de choses évoluer. Et finalement, pas tellement. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus de romance dans cette histoire, qu'il n'y a pas tellement d'aventure. L'histoire met du temps à se mettre en place. Au début, j'étais perdue, parce qu'un coup, on nous parle de Walden, on nous parle d'Arcadia, ensuite on nous parle de Phoenix. J'avais du mal à comprendre que c'était des résidences au départ, et j'ai eu du mal aussi à comprendre comment vivait la colonie. Parce que voilà, ils vivent dans l'espace, mais on ne sait pas où, on ne sait pas sur quelle planète. Donc ça m'a beaucoup perturbée. J'ai plutôt bien aimé ce premier tome, mais j'ai trouvé qu'il était long à mettre en place, qu'il n'y avait pas vraiment d'action, que l'histoire était plutôt plate en général. Je m'attendais à ce que ça bouge, que dès qu'ils atterrissaient sur Terre, il y allait avoir plein de choses. Et au final, pas du tout. On est vraiment sur un style qui est très calme, il ne se passe pas grand-chose. On voit surtout des choses évoluer au niveau des relations, comme je vous le dis. Après, la fin de ce premier tome nous laisse croire que les tomes suivants, il va y avoir de l'action, qu'il va se passer plein de choses. Donc vu que j'ai quand même bien aimé ce premier tome, je vais lire la suite pour savoir justement ce qu'il va se passer, en espérant que l'aventure va vraiment débuter, qu'elle ne va pas s'arrêter aux romances, parce que là vraiment c'était parfois chiant, je vous l'avoue. Donc j'espère que la suite sera meilleure que ce premier tome. Je lui ai mis la note de 3 sur 5, je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et je vous fais de gros bisous. Salut!